Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré aux erreurs médicamenteuses. Donc, ce 4e webinaire de la semaine organisé donc par l'équipe du CK. Alors, je crois qu'il y a un problème de son. Hop. Je vérifie, on me dit qu'il y a un petit problème de son. Je reviens de suite. Alors, hop. Désolée, petit problème technique, on va y arriver. Là, toujours pas. Qu'est-ce que comme ça, vous m'entendez? Ah là là, encore, j'ai pas le son. Non, non, je vais essayer de trouver le moyen de régler ce problème de son. Alors, hop, j'arrive de suite. Je vais essayer de faire autrement. Je suis désolée, c'est la problématique du direct. Hop, là. J'espère que là, ça fonctionne. On va faire, voilà. On va faire un autre test. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc, on va essayer comme ça. Je suis désolée, ce sont les problématiques du direct. Voilà, on va y arriver. Je suis sûre qu'on va y arriver. Hop, voilà. Donc, désolée, ça y est, on va y arriver. Si j'arrive à vous partager l'écran maintenant, non mais est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Hop, hop, hop. Voilà. Cette fois-ci, ça devrait le faire. En direct. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super, on y arrive. Désolée de ces problèmes techniques. Donc, je disais, je reprends. Bonjour à tous. Je suis Véronique Garcia, donc chef de projet et responsable de gestion des risques au CK. Je suis pharmacien hospitalier de formation et donc aujourd'hui, dans le cadre de ce 4e webinaire de la semaine organisé donc par l'équipe du CK, dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, je vais vous parler erreurs médicamenteuses à l'origine parfois malheureusement d'événements indésirables graves. On y arrive. Donc, le fil rouge en fait de ce webinaire, je vous propose que ce soit justement un véritable événement indésirable grave associé aux soins qui est en lien avec une confusion de 2 médicaments, mais vous allez voir, pas que. Je vous ai remis, comme vous le trouverez d'ailleurs à la fin, quelques éléments de biblio. Et là, je vous ai remis, bien entendu, pour démarrer, la définition de l'événement indésirable grave associé aux soins. Ça, je pense que vous la connaissez, mais ça me paraissait important, voilà, de pouvoir repartir de cette définition et du texte qui la régit. Tout cela pour vous dire qu'encore une fois, les structures régionales d'appui, et notamment le CK en Nouvelle-Aquitaine, sont à vos côtés pour vous accompagner si vous en éprouvez le besoin, si cela vous paraît nécessaire, dans le cadre de l'analyse des causes profondes et complexes des événements indésirables graves associés aux soins qui peuvent survenir dans vos établissements. Pourquoi est-ce qu'on doit analyser les événements indésirables, qu'ils soient graves ou en règle générale les événements indésirables et événements indésirables associés aux soins? Parce qu'il est important d'identifier, de décrire le véritable enchaînement des événements, savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que c'est arrivé et où ça s'est produit.
Identifier si l'événement indésirable est lié aux soins, comment, quels sont les liens éventuels d'imputabilité, quelles en sont les causes immédiates et profondes, donc pourquoi c'est arrivé, et d'essayer d'identifier en suivant les mesures de réduction des risques, donc les actions qui va être nécessaire de mettre en place afin de prévenir une éventuelle comment dire, une itération de l'événement pour éviter qu'il ne se reproduise, voilà, je vais y arriver, désolé, dans le temps. On est bien d'accord qu'on n'est pas du tout sur la recherche d'une faute, hein, ni d'un coupable. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui s'est passé. Très souvent, on découvre d'ailleurs qu'il s'agit d'une série de dysfonctionnements qui se sont enchaînés pour arriver malheureusement à la survenue de cet événement indésirable grave. Et donc, du coup, c'est vraiment d'essayer, encore une fois, de comprendre ce qui s'est passé et d'en tirer des enseignements pour que, encore une fois, l'événement ne se reproduise pas. Hop. Alors, la méthodologie la plus connue, la plus utilisée pour analyser les événements indésirables associés aux soins, c'est la méthode alarme, que vous connaissez tous probablement. L'idée, c'est la méthodologie alarme permet une approche systémique des événements, donc une analyse en pluridisciplinarité, donc en présence des professionnels qui ont été impliqués dans la survenue de l'événement au cours d'une réunion. On prend 1h30, 2 heures, on se pose autour du cas, encore une fois pour comprendre ce qui s'est passé, identifier les causes et réfléchir ensemble également aux actions qui peuvent être mises en place pour, encore une fois, éviter que l'événement ne se reproduise. Donc, on va étudier les causes immédiates de l'événement, indésirables graves associés aux soins, et les causes profondes qu'on appelle aussi causes latentes, à partir de cette grille alarme. Et c'est ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire sur l'événement que je vais vous présenter. Donc voilà, cette diapo là aussi vous l'aurez, c'est quelque chose que vous connaissez, hein. On est sur, typiquement quand on fait de l'analyse systémique, on est sur le fameux diagramme de Rhizome, donc pour identifier l'intégralité, l'ensemble des causes qui ont mené à la survenue de l'événement. Alors, partons donc du fameux cas clinique que je voulais vous présenter. Donc, on va se situer, donc l'événement a commencé à 14h30, une journée tout à fait normale, au cours de laquelle donc une jeune femme se présente aux urgences d'un établissement. Donc une jeune femme très sportive, qui n'a pas de soucis particuliers de santé, mais qui, lors de son arrivée aux urgences, est accueillie comme de normal par l'infirmière d'orientation et d'accueil. Elle lui explique à cette infirmière, cette jeune femme, que vers midi, elle a commencé à avoir des douleurs abdominales importantes, localisées au niveau de la fosse iliaque gauche, très intenses, de survenue brutale, qu'elle a bien pris 1 gramme de paracétamol chez elle à 13h, mais que malheureusement c'est resté sans effet, et donc voilà, c'est ce qui l'amène à consulter, à venir aux urgences, parce qu'elle est inquiète et elle est très douloureuse. Donc, lors de l'interrogatoire, il ressort a priori que cette jeune femme n'a aucun antécédent particulier connu, qu'il n'y a pas d'allergie connue, et la patiente est sous contraceptif. Après cet interrogatoire et cette première prise de contact, ce premier examen par l'infirmière d'orientation et d'accueil, elle est acheminée jusqu'à y installer donc dans un box du service des urgences où elle est prise en charge par un binôme infirmier et soignant. Dans le box ce jour-là, donc les box de ce service sont prévus pour accueillir normalement 2 patients. Il y a une activité assez importante et donc elle est installée dans un box où il y a déjà 2 patients. Donc les box sont un petit peu malheureusement en suroccupation du fait de cette augmentation de l'activité ce jour-là. La patiente, comme je disais, avait pris 1 gramme de paracétamol à 13h, donc l'infirmière qui l'accueille ne peut pas lui redonner de paracétamol, elle ne peut utiliser que du fluoroglucinol, donc du Spasfon, en attendant l'aval d'un médecin en vue d'un antalgique plus puissant. Il y a un certain nombre de paramètres vitaux qui sont relevés et qui sont tout à fait normaux. Et sur le dossier, on retrouvera EVA noté 0, ce qui peut paraître un petit peu surprenant étant donné que cette jeune femme
et est quand même venue consulter, venue aux urgences parce qu'elle souffrait d'une douleur importante, abdominale importante. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, on a dit que cette infirmière doit administrer donc, du spasfon, le fluoroglucinol à la patiente. Donc, pour cela, elle va préparer dans un réniforme le matériel pour poser le cathéter qui va lui servir à lui injecter ce fluoroglucinol et prélever un bilan sanguin. Donc, elle va dans le tiroir de la pharmacie, donc de la salle de soins, chercher ces 2 ampoules. Elle prépare la seringue pour l'injection en intraveineuse directe sur le chariot de soins qui est dans le couloir des urgences. À noter que la visibilité, je vais y arriver, dans le couloir est réduite parce qu'en fait, il fait très chaud ce jour-là et les professionnels ont obstrué les ouvertures pour essayer de réduire un petit peu la température dans ce service qui n'est pas climatisé ni rafraîchi. L'infirmière donc a préparé son injection, elle retourne dans le box auprès de la patiente et elle pose le cathéter. Donc, elle a posé son cathéter, elle a prélevé son bilan sanguin et elle va injecter le fameux fluoroglucinol en IV direct. La patiente va ressentir aussitôt une vive douleur de type céphalée brutale. Il y a des frictions également qui apparaissent. La patiente dit qu'elle se sent bizarre, donc voilà, c'est tout à fait inhabituel après une injection de spasfon. La patiente va par la suite très rapidement également présenter des vomissements et un malaise de type vagal avec une cyanose inhabituelle des doigts. Donc ça c'est tout à fait inhabituel. L'infirmière, du coup, va aller aussitôt demander de l'aide au médecin urgentiste numéro 1 qui arrive de suite. On décide de placer la patiente en position latérale de sécurité. On relève à nouveau des paramètres vitaux qui, vous vous souvenez tout à l'heure, étaient normaux. Et on relève une tension artérielle quand même très élevée et une saturation en oxygène qui, elle, a beaucoup diminué. Il y a un premier électrocardiogramme qui est fait à ce moment-là. Il y a un sous-décalage ST qui apparaît, pour lequel on n'a pas d'explication à ce moment-là. Et donc, du coup, on décide de mettre la patiente sous oxygène au masque à haute concentration et de la transférer en déchocage avec mise en place d'un électrocardioscope. La patiente est gênée par ce fameux masque à haute concentration. On essaye de lui enlever, mais dès qu'on lui enlève, en fait, elle désature instantanément. Même si elle respire quand même mieux qu'au moment du malaise. Il y a une persistance d'une sensation de gêne, une toux grasse, des crépitants de tout le champ droit, un petit peu à gauche. Elle fait un deuxième malaise à ce moment-là, avec une bradycardie importante. En reprenant le dossier, on se rend compte qu'il y a une notion de brûlure mictionnelle apparue une semaine auparavant, sans fièvre, qui avait été traitée à l'époque par Monuril. Donc, on se pose la question peut-être d'une infection urinaire, enfin quelque chose qui traîne et qui n'aurait pas été complètement traité par cette première antibiothérapie. Et on décide, en plus parce qu'on se demande si au moment des vomissements, comme elle a fait le malaise, s'il n'y a pas un problème d'inhalation, donc on la met sous amoxicilline et acide clavulanique à 1 gramme toutes les 8 heures en IV direct. Pour la première fois de la durée de cette situation, vous allez le voir, l'infirmière émet l'hypothèse d'une erreur médicamenteuse parce qu'en fait, elle voit une ampoule de noradrénaline posée sur le container à aiguiller. Donc, elle alerte le médecin urgentiste en lui disant peut-être qu'il y a eu un souci et qu'elle s'est trompée, qu'elle aurait pu se tromper et injecter de la noradrénaline. Elle demande aussi si une allergie au spasfon, éventuellement, peut être possible. Mais comme à ce moment-là, la patiente parle et dit se sentir mieux, le médecin lui dit ça n'est pas possible, ça peut pas être ça. Donc, cette hypothèse est écartée. Cette hypothèse quand même taraude un petit peu notre infirmière qui, au décours de ses prises en charge, croise un autre urgentiste, le médecin SMUR, et elle lui fait part de ses doutes quand même aussi. Et ce médecin, alors en expliquant, fait très important, que les ampoules de noradrénaline dans cette fameuse armoire à pharmacie sont stockées
dans un tiroir très proche de celui du fluoroglucinol. À nouveau, cette hypothèse est réfutée au vu de l'état de la patiente qui, entre-temps, s'est un peu amélioré. Le temps passe, l'état de la patiente n'est quand même pas optimal, loin de là, donc les urgentistes sollicitent l'avis d'un cardiologue et d'un réanimateur pour aider à la prise en charge de la patiente. Il y a une première échographie transthoracique qui est réalisée et qui révèle plusieurs anomalies, et donc il y a une prise en charge quand même qui est décidée avec un cycle troponine, une imagerie quand même pour faire un bilan de la douleur abdominale, et la prise en charge au niveau cardiologique qui est adaptée au fur et à mesure que les résultats arrivent. Bon, il y a un changement d'équipe de l'équipe médicale des urgences à 18h30, comme de tous les jours, et le travail en collaboration entre praticiens qui se poursuit avec le cardiologue et le réanimateur. Je vous ai mis que les grandes étapes du cas clinique, parce qu'évidemment, nous, on a beaucoup plus détaillé avec l'établissement avec qui on a travaillé. À 19h40, sont demandés et réalisés une bandelette urinaire, un examen cytobactériologique des urines et un scanner thoraco-abdominopelvien, parce qu'on ne sait toujours pas quand même d'où viennent les douleurs abdominales, au final, pour lesquelles la patiente est venue aux urgences. Il y a un avis gynéco également qui est demandé, gynécologue qui procède à une échographie. Il n'y a pas de grossesse extra-utérine retrouvée, il n'y a pas de torsion d'ovaire, donc on écarte déjà la piste a priori gynécologique. Le médecin du SMUR qui était parti, qui revient entre-temps, qui est informé toujours par l'infirmière de l'éventuelle administration de noradrénaline, quand même informe l'équipe, parce que ça le titille un petit peu cette histoire. Il va faire des recherches bibliographiques et il se rend compte qu'il y a déjà eu des cas documentés, malheureusement, d'injection par erreur de noradrénaline avec une symptomatologie qui est très évocatrice de ce que la patiente vit alors dans le service. Et du coup, eh bien, cette fois-ci, en confrontant la littérature et la symptomatologie de la patiente, la conclusion du réanimateur, du cardiologue, et j'aurais pu mettre des urgentistes qui étaient présents à ce moment-là, eh bien, cette fois-ci, ils partent sur peut-être effectivement une iatrogénie avec sidération sur un bolus de noradrénaline. Donc, effectivement, donc la troisième alerte de l'infirmière finit par... alors non, pardon, je me trompe, elle avait essayé une troisième fois d'alerter et c'est sans effet, et c'est quand elle a reparlé au médecin SMUR, je vais y arriver, excusez-moi, que là on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait probablement que cet épisode était lié à une erreur d'injection de noradrénaline à la place du spasfon. Au final, donc là, encore une fois, je ne vous ai mis que les grandes étapes, mais au final, la patiente va être transférée en réanimation cardiovasculaire dans le CHU voisin vers 2h du matin. Elle sera prise en charge donc en réanimation. La famille est vue en entretien très rapidement, évidemment, pour expliquer ce qui s'est passé. Et également expliquer qu'à ce moment-là, le pronostic vital et cardiaque de la patiente était engagé. Et ils ont proposé, bien entendu, alors ils ont expliqué que la possible cause de cet événement était un problème de iatrogénie et donc de confusion médicamenteuse. Et on propose à la famille et aux compagnons de cette jeune femme, évidemment, de revenir dès qu'ils le souhaitaient pour avoir des informations complémentaires et de toute façon de revenir leur expliquer étape par étape l'évolution de la situation. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est bien terminé, malgré cet épisode, malgré une hospitalisation pendant une semaine en réanimation au CHU. Cette jeune femme a pu récupérer totalement sa fonction cardiaque. Elle a retrouvé 100% aujourd'hui de sa fonction cardiaque, probablement en lien avec sa très bonne condition physique au moment de l'événement. Et pour la petite histoire, la cause probable de la douleur abdominale pour laquelle elle est venue aux urgences, c'était sûrement une constipation simple, voilà, sans complications. Alors,
Si on rentre maintenant dans l'analyse de cet événement, la cause immédiate qu'on a pu identifier, c'est évidemment l'erreur d'administration médicamenteuse, puisque vous l'avez compris, il y a eu une injection intraveineuse directe de noradrénaline en lieu et place de fluoroglucinone, de spasfon. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus loin, et vous allez voir qu'effectivement, on va retrouver tout un tas de facteurs qui ont mis bout à bout conduit à la survenue de cet événement. Parmi les causes identifiées en lien avec la patiente, pour ça je l'ai mis, vous voyez, j'ai mis très sportive entre parenthèses, parce qu'en fait, ce n'est pas un facteur influent, c'est un facteur qui a permis au contraire de permettre, si je puis dire, que l'événement se termine plutôt bien pour la patiente. Ça a joué en sa faveur et ça a contribué à ce qu'elle puisse récupérer sa fonction cardiaque en totalité. Au niveau des professionnels, l'infirmière qui a effectué l'injection avait 10 ans d'expérience dans le métier, dont 1 an aux urgences. Et en fait, c'est notamment pour cela qu'à 3 reprises, on a réfuté sa proposition, son hypothèse d'erreur médicamenteuse, puisqu'elle l'a dit à 3 reprises, à 3 médecins différents, que peut-être qu'elle s'était trompée de médicament. Et en fait, étant donné qu'elle était expérimentée, qu'elle connaissait bien le service, le fonctionnement du service, c'était pas possible qu'elle se soit trompée. Deuxième facteur qu'on a pu identifier, c'est peut-être une potentielle fatigue de l'infirmière. En effet, elle terminait son 3e jour consécutif aux urgences, du travail en 12 heures. Elle connaissait une surcharge de travail récurrente au niveau des urgences. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait une suroccupation entre guillemets des box, donc une fréquentation importante du service par les patients. Et puis, autre facteur qu'on a pu identifier, et on y reviendra tout à l'heure en détail, le non-respect d'un certain nombre de bonnes pratiques, notamment les contrôles ou encore la règle des 5B, que l'infirmière a pioché au niveau de la pharmacie du service des ampoules sans contrôler qu'il s'agissait bien de fluoroglucinol. Elle a prélevé ses ampoules, elle a préparé son injection, elle n'a pas relu l'étiquette. La règle des 5B impose également qu'on vérifie avant l'administration. Donc ça permet là encore une fois de contrôler qu'on a bien prélevé le bon produit, ce qui n'a pas été fait. Et on y reviendra encore une fois dans le détail tout à l'heure. Une autre problématique, c'est l'adaptation au niveau des professionnels à une situation imprévue. Il y a eu plusieurs intervenants, encore une fois, plusieurs fois l'hypothèse d'une erreur médicamenteuse. Il y a eu une interaction entre les professionnels qui peut-être, on y reviendra tout à l'heure, aurait pu être un peu plus synchronisée. On y reviendra tout à l'heure. Face à une situation inédite, c'est vrai que c'était peut-être très compliqué, probablement très compliqué. Au niveau des facteurs latents en lien avec les équipes, je vous l'ai déjà dit, la charge de travail était importante pour l'ensemble des professionnels du service ce jour-là, avec un flux important de patients qui étaient venus consulter aux urgences. Si on s'intéresse maintenant aux facteurs latents en lien avec les tâches, ce qu'on va retrouver, c'est une traçabilité des informations portées au dossier incomplète. On n'a pas retrouvé, par exemple, la prescription de fluoroglucinol. Tout à l'heure, je vous ai dit que on avait retrouvé un score de l'EVA à 0. C'était surprenant quand même pour une patiente qui, encore une fois, de base, était venue consulter pour une douleur importante. Donc voilà, il y a une traçabilité clairement qui pouvait être améliorée. Si on s'intéresse maintenant aux facteurs en lien avec l'environnement, je vous l'ai dit lorsque je vous ai présenté le cas, il faisait très chaud lors de la survenue de cet événement
Et dans ce service qui n'était pas climatisé, qui n'était pas rafraîchi, afin d'essayer de réduire la température, les membres de l'équipe avaient essayé d'obstruer les ouvertures dans le service, ce qui fait que du coup, ça avait réduit la visibilité au niveau du service. Donc peut-être aussi entraîner une difficulté pour l'infirmière à la relecture de l'étiquette des médicaments qu'elle avait prélevés dans la pharmacie du service. Autre facteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'infirmière a préparé ses médicaments dans un réuniforme. Donc là aussi, on n'est pas forcément, on est bien d'accord, conforme aux bonnes pratiques, et sur un chariot dans le couloir du service. Donc en fait, effectivement, il n'y avait pas de zone dans le service. Aujourd'hui, il n'y a pas de zone dédiée à la préparation des médicaments. Donc, une zone dédiée au calme, donc ce qui limite le risque d'interruption de tâches, qui permet de travailler dans de bonnes conditions, à la fois d'hygiène et de sécurité. Le rangement des médicaments dans l'armoire à pharmacie n'était pas non plus forcément très sécuritaire. On va y revenir, mais notamment, il n'y avait pas de mention de la notion de médicaments à risque sur justement les médicaments à risque dont fait partie la noradrénaline. Il n'y avait pas forcément de prise en compte du risque de confusion, de conditionnement, parce que là, en l'occurrence, les ampoules de noradrénaline et de spasfon étaient identiques, des ampoules transparentes, seule une collerette bleue pour le spasfon et rouge pour la noradrénaline permettait assez rapidement de les différencier. Donc, encore une fois, dans un environnement un peu sombre, à seule vue de ces ampoules, ça n'était pas suffisant. Et donc, les ampoules étaient rangées dans cette pharmacie dans des tiroirs l'un au-dessus de l'autre. Et donc, de manière un peu habituelle, en allant piocher dans l'armoire les ampoules, on pouvait facilement se tromper d'un étage, si je puis dire. Au niveau des facteurs liés à l'organisation, au management, pas forcément de facteurs identifiés. En revanche, en lien avec le fonctionnement de l'institution, au global, je vous ai déjà évoqué un certain nombre de facteurs en lien avec la gestion des médicaments à risque. Donc là, clairement, il y avait des facteurs probablement qui pouvaient être améliorés pour sécuriser cette gestion des médicaments à risque. Encore une fois, je vous ai dit, pas d'identification des médicaments à risque au niveau des urgences, pas de mesures spécifiques au niveau du stockage de ces mêmes médicaments à risque. Des points positifs quand même, ne pas voir toujours que le verre à moitié vide. Au niveau des barrières de prévention, alors on n'a rien retrouvé. En revanche, au niveau des barrières de détection, de récupération qui peuvent annuler, ou en tout cas, oui, qui peuvent annuler les conséquences d'un événement indésirable. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est une collaboration tout à fait efficiente des praticiens des différentes spécialités qui sont intervenus auprès de la patiente. Et puis, en termes de barrières d'atténuation qui limitent les conséquences d'un événement indésirable associé aux soins, encore une fois, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la très bonne condition physique de la patiente. Donc ça a joué, ça a permis de réduire, heureusement, l'impact de l'erreur sur l'organisme de cette patiente. Et puis, la bonne collaboration avec le CHU et qui a permis de transférer assez rapidement la patiente pour une prise en charge adaptée en réanimation cardio-thoracique. Une autre barrière qu'il aurait été important d'activer, c'est encore une fois l'alerte immédiate et répétée de l'infirmière qui avait injecté le médicament à 3 médecins différents, mais qui n'a pas été malheureusement entendue. Alors, j'ai essayé au travers, voilà, vous allez voir dans les diapos qui vont suivre, de reprendre les facteurs latents qui ont été identifiés pour vous faire part des actions qui ont été décidées suite à l'analyse par les équipes concernées. Et je vous les ai mis en parallèle avec au final les attendus et les recommandations en vigueur, justement, sur chacune de ces thématiques.
La première, vous l'avez bien compris, elle concerne la gestion des médicaments à risque non sécurisés. Le service, les professionnels rencontrés ont décidé la mise en sécurité des médicaments à risque dans les armoires à pharmacie. Donc, ils ont décidé notamment, par exemple, pour la noradrénaline, d'un conditionnement sécurisé qui permettait de se rendre compte tout de suite si on allait prendre de la noradrénaline, parce qu'il y avait un système de fermeture sous scellé, donc qui permettait de se dire tiens, comment ça se fait, voilà. Donc ça interpellait. L'idée, c'est d'interpeller quand on va ouvrir ce conditionnement et de se dire est-ce que c'est vraiment de la noradrénaline, par exemple, que je veux prendre. Ils ont revu également leur dotation en noradrénaline, parce que est-ce qu'il y a besoin dans toutes les armoires du service de noradrénaline? Est-ce que ça ne doit pas être réservé qu'à la seule armoire du déchocage? Ils sont reposé la question de la pertinence d'avoir de la noradrénaline partout et également combien d'ampoules avoir. Ils ont également modifié la composition des tiroirs de l'armoire à pharmacie. Comme je vous disais tout à l'heure, dans leur armoire, les tiroirs contenant les ampoules de fluoroglucinol, le tiroir contenant les ampoules de fluoroglucinol était juste au-dessus du tiroir contenant la noradrénaline, rangement par décennie. Donc voilà, la dotation faisait que les tiroirs étaient l'un en dessous de l'autre. Donc l'idée, c'était de revoir cette composition et d'identifier toutes les sources possibles de confusion, que ce soit par similitude de conditionnement ou par similitude de nom, de manière à essayer de réduire le risque d'erreur. Il y a cette problématique de similitude, de look-alike. Donc, tout cela, je vous ai mis à côté les attendus et les recommandations par rapport à cette thématique des médicaments à risque. Je vous rappelle, c'est ce que je vous ai mis sur cette diapo, que la gestion des médicaments à risque constitue un critère impératif dans le cadre de la nouvelle certification HAS. Le libellé du critère, c'est les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Donc, ce qui est attendu pour sécuriser cette utilisation, c'est notamment l'identification des médicaments à risque à chaque étape de la prise en charge médicamenteuse. On parle notamment souvent d'une liste spécifique qui doit être élaborée pour une identification de ces médicaments à risque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une liste qui est dépendante de la typologie des patients qui sont pris en charge dans le service, qu'elle doit être propre, cette liste, à chaque secteur d'activité. C'est vrai que très souvent, les établissements nous disent on a une liste unique pour l'ensemble de l'établissement. Oui, sauf qu'il y a différents types de secteurs d'activité dans l'établissement et que tout le monde n'a pas besoin de toutes les spécialités. Donc, afin d'aider les professionnels à s'approprier leurs médicaments à risque, l'idée, c'est de réfléchir ensemble, entre la pharmacie et les équipes de soins, de réfléchir aux médicaments qu'il est pertinent d'avoir en dotation permanente dans le service. Sachant que cette liste, elle est encore une fois, vous voyez, élaborée en concertation pluridisciplinaire et qu'elle est évolutive, voilà, et qu'elle doit être révisée régulièrement et à minima une fois par an. L'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir une liste placardée sur le côté de l'armoire ou dans un classeur qui n'est connu de personne, qui a été faite uniquement parce qu'il fallait la faire et qui ne sert à personne. L'idée vraiment, c'est qu'elle soit connue des professionnels, qu'elle soit mise à leur disposition, qu'ils puissent y avoir accès rapidement, facilement, s'ils ont le moindre doute. Encore une fois, qu'elle soit révisée de manière régulière. Ce que je viens de vous dire juste à présent, c'est qu'il faut absolument limiter le choix et le stock de chacune de ces spécialités au strict nécessaire. Et puis, il faut réfléchir, si on est sur la gestion, vraiment, la sécurisation de l'utilisation des médicaments à risque, c'est réfléchir à la mise en place de barrières de sécurité à chaque étape, justement, de la prise en charge médicamenteuse qui va faire appel à des médicaments à risque. Donc, pour ce faire, je vous ai mis quelques exemples de barrières de sécurité, absolument pas exhaustifs. Vous verrez dans chacune des étapes, j'ai mis des petits points de suspension.
Au niveau de l'étape de prescription, par exemple, essayer de standardiser au maximum les règles de prescription. Maintenant, on est en général sur de la prescription informatisée où on peut créer des protocoles de prescription qui vont aider les prescripteurs, justement, et faire en sorte que les infirmières retrouvent à chaque fois, pour chaque médicament, en fait, le médicament à risque prescrit de la même manière. Ça permet de réduire les risques. On demande aussi, tant que faire se peut, de prescrire préférentiellement des médicaments injectables qui soient prêts à l'emploi. Ça réduit les risques liés, par exemple, à la dilution et au calcul de dose. Donc voilà quelques exemples sur cette première étape. Si on s'intéresse maintenant à la dispensation, l'étape de dispensation, on peut, par exemple, mettre en place, s'assurer de la mise à disposition d'antidotes et de leurs protocoles associés lorsqu'ils existent. Pour certains médicaments à risque, on a tout à fait des antidotes qui sont disponibles. Donc, bien penser à les mettre à disposition et surtout à mettre les protocoles en lien lorsqu'ils existent, à disposition des professionnels. Et les former, ça on y reviendra, les former à leur utilisation, à la mise en application de ces protocoles. On peut également veiller à mettre en place une organisation qui permette la validation pharmaceutique des prescriptions de médicaments à risque. Je pense par exemple au méthotrexate qui pose de nombreux problèmes, des problèmes récurrents dans les établissements. Le méthotrexate injectable est utilisé en cancérologie. Il a une posologie en général journalière. Et à l'inverse, le méthotrexate oral, qui a une posologie journalière, est un anticancéreux, a une posologie hebdomadaire, est utilisé dans des indications de rhumatologie. Et bien souvent, malheureusement, il va y avoir des erreurs de prescription et ou d'administration, et on va se retrouver avec un patient qui va avoir du méthotrexate oral tous les jours, au lieu d'une administration hebdomadaire, et qui peut malheureusement subir une aplasie, donc liée à cette utilisation erronée du médicament. Donc c'est vrai que si une validation pharmaceutique est en place, est obligatoire pour ce type de médicament, qui est un médicament à risque, ça peut permettre d'arrêter malheureusement une prescription erronée et donc d'éviter d'aller jusqu'à l'accident et donc l'erreur médicamenteuse préjudiciable pour le patient. Voilà encore un exemple. Si on s'intéresse maintenant à l'étape du stockage, vous savez, aujourd'hui, on vous demande d'identifier les médicaments à risque, donc au niveau de leur stockage, par une étiquette qui permet tout de suite de visualiser qu'il s'agit d'un médicament à risque. On vous recommande, quand c'est possible, de les placer à une hauteur qui permette une lecture aisée du nom du produit, son nom, son dosage, sa voix. Voilà, donc pour essayer là encore une fois de limiter le risque d'erreur et de faire extrêmement attention à ne pas les stocker côte à côte avec des médicaments dont le nom se ressemble. Quant à l'étape de préparation, on peut essayer, par exemple, de mettre en place le double contrôle lors de la préparation et de l'administration de ce type de médicaments. Pas que ça, on pourrait le mettre en place également pour tous les injectables, par exemple. De créer des protocoles thérapeutiques infirmiers médicamenteux qui permettent d'aider les infirmières lors de l'administration de ce type de médicaments. Et comme je vous l'ai précisé, encore une fois, c'est absolument pas exhaustif. Vous voyez, il y a 3 petits points à chaque fois. Il y a encore plein d'autres mesures qui peuvent constituer donc des barrières de sécurité afin d'essayer de prévenir les erreurs liées à l'utilisation de ces médicaments à risque. Parmi les autres facteurs latents identifiés dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait le non-respect des bonnes pratiques. Donc là, j'ai fait une espèce de packaging, parce qu'il y avait quelques bonnes pratiques à revoir. Donc l'établissement, lorsqu'il a effectué l'analyse de cet événement, a réfléchi à la mise en place de rappels sous la forme de formation, sensibilisation notamment, à la règle des 5 B,
Alors, vous vous souvenez, la règle des 5 B, c'est administrer au bon patient le bon médicament selon la bonne voie, à la bonne dose et au bon médicament. Là, je vous ai remis un petit schéma qu'on retrouve très fréquemment dans la littérature, là, qui est tiré d'un document de l'Omédit Centre, mais vous pouvez retrouver dans tous les guides sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, l'idée, c'est vraiment de vérifier à toutes les étapes qu'on est bien en train d'administrer, encore une fois, le bon médicament au bon patient. Donc ça, il faut vraiment que ce soit un réflexe, ça devienne du réflexe pour tous les professionnels afin de sécuriser, encore une fois, la prise en charge médicamenteuse des patients. Ça veut dire que l'infirmière, l'infirmier, avant toute administration, doit identifier le patient, vérifier la concordance entre la prescription médicale et le médicament administré, l'étiquetage, relecture de l'étiquetage du médicament, vérifier le dosage, que c'est bien le bon dosage adapté au patient, et que c'est le bon moment pour cette administration. Et puis ce que j'aurais pu rajouter aussi sur ce schéma, c'est qu'elle doit veiller à ce que le patient, qu'elle informe le patient au moment de l'administration et qu'elle trace cette administration. Et bien entendu aussi qu'elle trace éventuellement la non-administration du médicament et sa justification. Renseignement extrêmement important pour le praticien qui prend en charge le patient, parce que peut-être ça peut l'amener à modifier justement sa prescription en fonction de la raison de la non-administration. Ces informations sont très très importantes pour optimiser la prise en charge médicamenteuse du patient. Je vous disais, l'établissement a également envisagé, va mettre en place, plutôt qu'envisager, va mettre en place également des formations autour du rappel des formations, je reprends, aux règles de bonne pratique de la prise en charge médicamenteuse du patient en lien avec la gestion des risques, justement liés à ce processus. À ce moment-là, on peut peut-être aborder, je vous ai rappelé, les règles de sécurisation du stockage des médicaments. Encore une fois, les enjeux de cette démarche, les principaux enjeux, c'est, encore une fois, on est en lien avec la règle des 5 B, de pouvoir avoir le bon médicament, ça, on limite les risques de confusion, la bonne forme galénique, la bonne dose, la bonne concentration de médicaments, au bon emplacement et dans des bonnes conditions de conservation. Ça veut dire que le stockage et l'étiquetage des médicaments doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Donc là, je me place, on est bien d'accord, dans le cadre du stockage au sein d'une unité de soins. Je reste dans la lignée de notre cas clinique vu tout à l'heure. Donc, un stockage et étiquetage conforme à la réglementation en vigueur et un choix des équipements de stockage basé sur le respect de la sécurité, de la confidentialité, de l'hygiène, de l'ergonomie et de la fiabilité. Ce qui veut dire qu'au niveau de conditions de stockage dans un service de soins, la zone de stockage, normalement, ne doit pas être la même que la zone de préparation des médicaments. Normalement, au niveau de la zone de préparation, on doit être dans une zone dédiée, spécifique, indépendante. Les médicaments doivent être détenus, vous le savez, dans des locaux, des armoires, dans tout autre dispositif de rangement fermé. Soit fermé à clé, soit bénéficiant d'un mode de fermeture qui assure la sécurité. Donc ça, à vous de déterminer comment vous souhaitez le faire, mais en tout cas, ça doit être strictement fermé. Et on essaye de faire en sorte que ce stockage entre services, dans la mesure du possible, soit standardisé et harmonisé, ce qui réduit, là encore une fois, les risques d'erreur. Lorsque vous avez un professionnel qui est amené à dépanner un autre service, il va retrouver exactement les mêmes conditions de stockage, d'approvisionnement en médicaments, c'est plutôt sécurisant. Ça réduit le risque d'erreur. Au niveau de la dotation, là encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qu'on souhaite, c'est que le stockage des médicaments soit validé, donc
entre la dotation donc, doit être restreinte et limitée aux stricts besoins, éviter d'avoir trop de médicaments, ça limite le risque de péremption aussi. Et vous devez avoir dans les services une liste de dotation pour besoins urgents, disponible, adaptée et actualisée au moins une fois par an. Afin de sécuriser également le stockage des médicaments, on vous demande d'aménager le rangement à l'aide de procédures de stockage dans les unités qui doivent être encore une fois standardisées et harmonisées, en lien avec le stockage dont on vient de parler. On doit prendre en considération les risques de confusion liés à la ressemblance des noms et des emballages. Et ça, parfois, c'est un petit peu compliqué au gré des marchés qui changent, des appels d'offres et des fournisseurs qui tournent. C'est vrai que parfois, on est amené à revoir à plusieurs reprises donc ces risques de confusion qui bougent en fonction notamment des génériques qu'on peut être amené à avoir, par exemple. On vous demande également de veiller à n'avoir qu'un seul médicament et même un seul dosage de médicaments par casier, là aussi pour réduire le risque d'erreur. Essayez de veiller à ce que les médicaments à risque soient identifiés. Je ne reviens pas sur ce sujet, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, de veiller au respect des bonnes conditions de conservation, la lumière, la température, par exemple. Je vous rappelle que les médicaments, normalement, doivent être gardés à une température inférieure à 25 degrés. Il faut faire attention, notamment quand il fait très chaud l'été, parce que potentiellement, ça peut altérer les principes actifs. Je n'ai pas fait de bêtises. Si. On a parlé donc de la règle des 5B, on a parlé de la sécurisation du stockage des médicaments. Un petit focus également sur l'aspect des bonnes pratiques de préparation des médicaments injectables. Alors, on est tous d'accord sur le fait que la préparation des médicaments relève du rôle propre de l'infirmière et ça répond à un certain nombre de règles. Donc là, je vais faire un petit focus sur la préparation des injectables, puisque c'était le cas dans l'événement indésirable grave que je vous ai décrit. Donc, pour rappel, cette préparation des médicaments injectables doit être absolument réalisée dans une zone identifiée, propre, dans un temps dédié, avec une organisation qui permette de réduire le plus possible les interruptions de tâches. Alors, il y a tout un tas je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un tas de moyens qui sont expliqués dans la littérature. Ça peut être le port d'une blouse, d'une surblouse ou d'un brassard spécifique qui indique qu'on est en train de faire une tâche pour laquelle on a besoin d'être concentré et qu'on évite de nous déranger. Ça peut être, si on est dans un local dédié, une pancarte sur la porte qui explique que là, encore une fois, on est en train de préparer des médicaments et qu'on ne doit pas être dérangé. Ça peut être de se dire, voilà, un horaire dédié, je dis n'importe quoi, entre 11h et 11h30, on s'occupe de la préparation des médicaments. Donc là encore, il faut éviter de déranger l'infirmière. Voilà, en tout cas, trouver le moyen, l'organisation qui vous paraît intéressante, pertinente pour essayer de réduire ce problème de l'interruption de tâches très, très fréquent dans les services. Un autre grand principe, parfois difficile à respecter, c'est normalement c'est l'infirmier, l'infirmière qui prépare, c'est celui qui prépare, qui administre. Et ça, vraiment, c'est un grand principe qu'il faut veiller absolument à respecter. Alors, sauf si évidemment il y a une catastrophe et qu'on ne peut pas administrer ce qu'on a préparé, mais ça doit rester vraiment l'exception. Parce qu'on sait, celui qui prépare sait ce qu'il a préparé et à qui il doit l'administrer. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et je vous rappelle, accessoirement, en termes de responsabilité, là aussi, c'est important. Autre grande règle en termes de bonne pratique de préparation des médicaments injectables, c'est que toute préparation réalisée doit être étiquetée avec une étiquette qui comporte nom et prénom du patient, le nom du médicament, la date et l'heure de préparation, l'heure début et l'heure de fin de perfusion lorsqu'il s'agit d'une perfusion, le débit de la perfusion et l'identification de l'infirmière. Pour rappel, surtout pas de numéro de chambre sur la perfusion, sur le médicament injectable.
Souvent, on nous dit oui, mais pour des raisons de confidentialité, on ne veut pas noter le nom du patient ou le nom du médicament. Non, c'est la sécurité qui prime et cet argument n'est pas recevable. Il faut vraiment être extrêmement vigilant au bon étiquetage des préparations injectables. Extrêmement important pour, là encore une fois, réduire le risque d'erreur. Un dernier point, alors j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais un dernier point sur cette diapo qui me paraît important, c'est d'essayer de mettre en œuvre le plus possible la double vérification, ce qu'on appelle encore aussi la vérification croisée de la préparation. Il faut essayer vraiment le plus possible pour tout ce qui est médicaments à risque ou injectables qu'on ne fait pas très souvent ou qui nécessitent des calculs de doses importants, essayer dans la mesure du possible de le faire à deux. Un qui prépare et un qui regarde et donc contrôle ce qui est fait par celui qui prépare. Un qui calcule, l'autre qui refait le calcul pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. C'est extrêmement important. Dès qu'on peut le faire, il faut essayer de le mettre en place. Alors, je sais qu'il y a certains services où l'infirmière est seul, donc ça n'est pas possible. J'ai déjà vu des services où quand l'infirmier est seul, le médecin peut venir sur certains médicaments très particuliers. On peut lui demander de venir donner la main sur cette double vérification. En général, ça se passe assez bien. Et puis là encore, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les médicaments à risque, ce qui est attendu, bien sûr, c'est le respect de l'intégralité des bonnes pratiques de la prise en charge médicamenteuse et la mise en œuvre de barrières de prévention qui peuvent être mises donc, à chaque étape de la prise en charge médicamenteuse. Il y avait d'autres actions, vous vous souvenez, d'autres facteurs latents qui avaient été mis en évidence lors de l'analyse de cet événement avec l'équipe. Je vous les ai moins en lien avec la prise en charge médicamenteuse, même si, vous allez voir, il y a un des facteurs qui est là. Donc, j'ai essayé de vous lister un petit peu tout ce qui avait été identifié, les actions pensées par le service. Encore une fois, ça me paraissait très important de valoriser le travail qui a été fait par l'équipe après cet événement, toute la réflexion, toute l'analyse, alors que nous avons accompagné au CK, mais c'est voilà, les professionnels qui sont allés jusqu'au bout des choses et ont essayé vraiment de réfléchir, de penser aux actions qui leur paraissaient pertinentes pour faire en sorte que l'événement ne se reproduise pas. Donc, par exemple, je vous disais tout à l'heure, ils ont fait face quand même à une situation inédite. Ils n'avaient jamais connu ce type de symptomatologie, ce type d'événement. Donc, ils ont essayé de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas pour qu'on réfléchisse peut-être différemment, qu'on gère la situation peut-être différemment. Et du coup, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, voilà, donc c'est un de leurs projets, mettre en place des formations par simulation en équipe autour de situations justement rares. Et ils ont listé, par exemple, en cas de choc hypovolémique, lors de l'utilisation d'amines. Enfin voilà, donc ils ont essayé de se dire, on va lister des actions comme ça, et puis ça va nous permettre de mettre en place en équipe des formations par simulation. En lien avec cet item, je vous le rappelle, là encore, dans la procédure de certification HAS, le critère 3-6.05, c'est un autre critère impératif qui nous dit que la prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement et notamment, on demande aux équipes de mettre en place des exercices de mise en situation, autre nom de la stimulation, pour favoriser l'appropriation des procédures et des interactions en fait en équipe, parce qu'on ne travaille pas simplement la procédure. Bien sûr, ça facilite l'appropriation par tous de la procédure, mais ça aide aussi les professionnels à mieux interagir entre eux, savoir le qui fait quoi quand il y a une situation un peu complexe et inhabituelle dans le service. Dans ce cadre-là, on peut tout à fait aussi réfléchir à se dire, tiens, autour de l'utilisation des médicaments à risque, qu'est-ce que je pourrais réfléchir comme situation et du coup, qui pourrait constituer un scénario à travailler en équipe, identifier une situation par rapport à l'utilisation particulière d'un médicament à risque et quel antidote, par exemple, mettre en solliciter donc, dans cette situation, etc.
Donc voilà, c'est une piste à explorer si ça vous intéresse. Autre facteur qui avait été identifié, vous vous en souvenez, l'absence de zone dédiée à la préparation des médicaments. On en a parlé juste avant pour ce qui concerne le respect des bonnes pratiques. Mais là, c'était pour vous signifier que le service a prévu, il y a une restructuration du service qui est prévue dans les années à venir, et ça fait partie effectivement des pistes qu'ils avaient identifiées, des pistes d'action d'amélioration identifiées, parce qu'effectivement aujourd'hui, il n'y a pas de zone dédiée à la préparation des médicaments. Une autre action qui a été identifiée, c'est la mise en place d'une réflexion autour des organisations de travail. Donc ça, c'est en lien avec la fatigue que j'évoquais tout à l'heure de l'infirmière qui en était à son 3e jour de travail en 12 heures. Peut-être à revoir. En tout cas, ils se sont dit, ça vaut peut-être le coup de remettre à plat ces organisations et d'en rediscuter avec les professionnels. Un autre projet qui est en cours, tout un travail autour de la réorientation des patients à leur arrivée dans le service des urgences. Parce que là, vous vous souvenez, il y avait une surpopulation, entre guillemets, dans les box des patients. Donc, peut-être réorganiser les flux de patients pour éviter d'avoir cet afflux important dans chaque box de patients. Et peut-être une prise en charge plus adaptée. Ils étaient bien pris en charge, en tout cas peut-être réorganiser encore une fois cette prise en charge. Et puis des choses autour de la traçabilité, parce que vous avez vu, elle était incomplète, on en a parlé tout à l'heure dans le dossier patient. Donc là, des formations autour de rappel de l'importance, donc comment on trace et pourquoi on doit tracer, en fait, quels sont les enjeux de la traçabilité. Ils réfléchissent aussi à des rappels autour de la prise en charge de la douleur, et puis là encore de la traçabilité en lien. Donc voilà, plein de pistes, en tout cas plein d'idées. Donc après, à voir comment prioriser et mettre en œuvre ces différentes actions, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il y avait ce travail de priorisation qui allait devoir être mené. Donc encore une fois qu'on a identifié ces actions, il faut les prioriser, il faut voir par laquelle on commence, et puis ensuite il faut évaluer leur mise en œuvre et peut-être les améliorer, en tout cas réfléchir peut-être à les modifier. En tout cas, il y a un suivi également organisé. En conclusion, et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, via l'onglet questions auquel vous avez accès, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, en conclusion, vous l'avez bien compris, ce que je vous disais au début, la survenue d'une erreur médicamenteuse est toujours liée à une succession de dysfonctionnements. Et là, à travers ce cas, vous avez bien vu, il y avait je ne sais plus combien de facteurs latents qui ont été identifiés. Donc, ça démontre bien que ce n'est pas à cause d'une personne, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est une série de dysfonctionnements qui a conduit à la survenue de l'événement. Donc, en lien avec tout ça, évidemment, il est extrêmement important de déclarer ces erreurs médicamenteuses, de les déclarer pour en avoir connaissance, de les analyser tous ensemble en pluridisciplinarité avec une méthodologie connue, la méthode alarme que je vous ai présentée, par exemple. Il y en a d'autres, mais en tout cas avec une méthodologie très stricte pour bien identifier, comprendre ce qui s'est passé, afin d'en tirer des enseignements et donc derrière mettre en œuvre des actions qui sont pertinentes pour que l'événement ne se reproduise pas. Ça, c'est extrêmement important. Vous visualisez tous l'iceberg qui schématise l'analyse systémique. L'idée, encore une fois, c'est d'aller au fond de l'iceberg et ne pas rester au niveau du pic émergé de l'iceberg, donc bien comprendre l'intégralité des facteurs qui ont conduit à la survenue de l'événement. Donc ça, extrêmement important. Et puis là, je vous ai parlé d'un événement indésirable grave associé aux soins qui s'est passé. Je vous parle de sa déclaration, de son analyse, etc. C'est extrêmement important, bien sûr. Mais n'oubliez pas également que la déclaration des événements porteurs de risques est extrêmement intéressante parce que là, on va mettre en évidence, bien sûr, un événement, mais qui n'est pas allé au bout, qui n'a pas eu d'impact pour le patient parce qu'il y a un certain nombre de barrières qui ont joué leur rôle, qui ont très bien fonctionné. Donc, c'est extrêmement important d'en avoir la connaissance parce qu'en plus, on peut communiquer autour de ces barrières qui ont bien fonctionné. Ça valorise aussi l'équipe dans tout ce qui a bien marché. Donc, vraiment, ça permet d'aborder la culture du signalement d'une manière tout à fait positive. Et c'est aussi extrêmement important.
Je vous ai mis quelques références bibliographiques que vous retrouverez dans le support que vous pourrez télécharger donc sur le site du CK très rapidement. Il sera mis en ligne dans la journée. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments que vous devez déjà connaître, hein, des documents de la HAS. Les flashs sécurité patient sont extrêmement intéressants. Ça peut vous aider aussi pour communiquer auprès des professionnels. Donc surtout, n'hésitez pas à les consulter. Je vous ai mis les liens pour les télécharger sans aucun problème. Et j'en arrive, je crois, au bout de cette présentation. Je vous ai remis également, évidemment, le visuel de la page du CK relatif à la mission événements indésirables graves associés aux soins. Donc surtout, n'hésitez pas à consulter notre site, à faire appel à nous si vous avez besoin d'aide pour l'analyse d'un événement indésirable. Surtout, n'hésitez pas. Je suis en train de regarder s'il y a des questions. Hop. Question. Alors, je vois une remarque. Le tout, c'est que j'arrive à y accéder. Hop. Oui, alors une remarque tout à fait judicieuse. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Merci beaucoup de votre remarque. N'hésitez pas, bien entendu aussi, enfin n'hésitez pas, non, vous devez également faire une déclaration en pharmacovigilance pour ce type d'événement. Bien entendu, il faut impérativement faire remonter les problématiques de conditionnement similaire. Oui, oui, merci monsieur pour cette remarque très très importante, vous avez tout à fait raison. Ça permet de faire remonter l'information auprès des centres de pharmacovigilance qui eux-mêmes vont faire remonter l'information auprès des industriels et peut-être enfin faire bouger les lignes, parce qu'on a encore un certain nombre de problématiques en lien avec des conditionnements ou des noms similaires. Donc oui, merci monsieur, oui, très judicieux. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de boucler ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Pour rappel, donc, demain, 2 autres webinaires. Je vais vous lancer le petit film qui va vous montrer tout cela. N'hésitez pas, donc, un certain nombre de podcasts que vous pouvez revoir sur notre site. Les webinaires sont tous enregistrés cette semaine, celui-ci également. Donc, n'hésitez pas à partir du site du CK, via CK Studio et YouTube, vous retrouverez l'intégralité des présentations de cette semaine. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt.